BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Crypto, le club. Je suis ravie de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 15h30 avec mes invités. Claire Balva, directrice stratégie chez Desblocs. Bonjour Claire. Bonjour Sandra. Merci d'être sur ce plateau. Et de Pierre Noisa, fondateur de Pemium, essayiste, auteur de L'énergie face cachée de la monnaie. Merci beaucoup Pierre d'être sur ce plateau. On va parler de Bitcoin, évidemment, en longueur pendant cette demi-heure avec la Travel Rule qui s'applique désormais aux plateformes d'actifs numériques. On va aussi parler de nos institutions, de l'acceptation très mitigée de Bitcoin dans le monde, de ce qui se passe à l'ouest outre-Atlantique et de ce qui se passe chez nous, la réglementation en Europe. Tout cela, évidemment, dans quelques instants. Mais avant cela, c'est la journée. Vous le savez, sur BFM Business, on est tout au long de la journée en direct du salon international de l'intelligence artificielle. C'est là qu'on vous retrouve, Thomas Asportas. Vous êtes en direct du Grand Palais avec Nejma Belgdim, fondatrice de Knowledge. Absolument. Ouais, tout à fait. Bonjour Nejma Belgdim. Bonjour Thomas. On est très occupés ici, on envoie des messages matin, midi et soir, c'est normal. Merci d'être avec nous en direct sur BFM Business, ici au Grand Palais. Un mois après nos BFM Awards, vous voyez, comme quoi on ne quitte plus le Grand Palais. Expliquez-nous ce que vous faites ici en deux mots, Knowledge, ce que c'est, et surtout ce que vous attendez de ce sommet. Alors, Knowledge est une edtech française qui est spécialisée dans l'IA générative. On a développé une solution qui permet aux enseignants, aux formateurs de transformer des ressources et de générer de façon automatique des contenus de formation, donc des quiz, des évaluations, des plans, des jeux. Et tous ces contenus-là vont pouvoir être générés de façon automatique sous la supervision de l'expert. D'accord. Et alors ça, est-ce que ça mord auprès des entreprises? On entend beaucoup dire, toutes les entreprises s'intéressent à l'IA, mais peu passent à l'acte. Elles se posent des questions. Est-ce que vous avez des grands comptes, des entreprises du CAC 40 que vous faites? Absolument. Donc nous, on travaille avec Bouygues Construction. On a travaillé aussi avec Le Saf, qui est une grande multinationale. On va également, dans le futur, travailler aussi avec Decathlon. Et en fait, la solution, on l'a développée il y a déjà 4-5 ans. Et nos premiers clients, avant l'éducation, ont été les entreprises. Parce que déjà, à l'époque, il y a cet enjeu de capturer l'expertise et pouvoir la diffuser de façon extrêmement rapide à l'échelle. Et l'IA permet ça. D'accord. Donc, évidemment, aujourd'hui, sommet mondial sur l'IA. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce sommet? C'est quoi? Ça doit être une vitrine pour les entreprises françaises comme vous, un peu pionnière. Ça doit être l'occasion de faire passer un message au reste du monde. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce sommet? Je pense que c'est comme une très belle occasion de se positionner en leader. Nous, on a commencé à développer l'IA générative il y a déjà 4-5 ans. On s'est déployé à l'international pour revenir ensuite en France à la demande en fait aussi de représentants de l'éducation nationale. Ça fait déjà un bout de temps, on a des grands talents, enfin un bout de temps qu'on est sur ce territoire-là. Et puis surtout, nous par exemple, ce qu'on a pu faire, c'est développer une architecture agnostique. On parle beaucoup de verrouillage technologique, des enjeux en lien avec la souveraineté. Et on a pu anticiper tous ces enjeux-là parce qu'on a commencé. Je pense que l'enjeu de ce sommet, c'est aussi de pouvoir se dire qu'on est leader et il faut qu'on prenne la place sur le marché et il faut le faire maintenant. Oui, d'accord, c'est maintenant que ça se joue. Absolument. On entend beaucoup cette phrase-là, mais c'est vraiment, enfin quelque part, ça fait un peu peur. C'est-à-dire que si on loupe le coche, c'est terminé, quoi. Parce que ça a commencé hier. Ouais. Et donc l'avenir, on peut le construire ensemble. Et puis surtout, l'innovation de l'enjeu aujourd'hui, même pour les entreprises, c'est de pouvoir intégrer des outils d'IA qui vont être pérennes et des investissements qui vont leur permettre de vraiment avoir une durée sur le long terme. Et c'est tout l'enjeu. Et donc la dimension souveraine, le côté agnostique et éviter tout verrouillage technologique avec des services providers, OpenAI ou d'autres, c'est très important pour les entreprises et c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Bon. Et ben, ce sera le mot de la fin et on suivra ça évidemment de très près tout au long de cette année. Donc il y a un tournant, c'est maintenant, il ne faut pas louper le coche. Merci. Absolument, merci. Le message est passé. Merci à vous Thomas. Et retour en plateau avec vous Sandra, on se retrouve rapidement avec d'autres invités. Oui, on vous suit. Merci Thomas Asportas en direct du Grand Palais pour BFM Business. On rappelle qu'à 20h, Xavier Niel sera l'invité Tech & Co. Depuis ce Grand Palais, toujours la journée est consacrée à l'intelligence artificielle. Mais cette émission est consacrée aux cryptos et au Bitcoin. Bonjour Pierre Noisa, bonjour Claire Balva. Une petite question pour faire le lien. Pierre Noisa, vous êtes un des pionniers de Bitcoin en France. Vous avez créé Pemium en 2011, première plateforme d'échange de Bitcoin. Le rapport entre l'IA et les cryptos, j'ai presque envie de simplifier en disant ami ou ennemi? Moi, j'ai longtemps dit que Bitcoin était une forme d'IA qui avait vocation à offrir une alternative aux banques centrales. Donc, aujourd'hui, l'IA est à la mode. Bitcoin a eu son heure
aussi de gloire récemment. Mais je crois que c'est des technologies en fait très complémentaires et très proches. Et on peut imaginer qu'une IA ait besoin d'être rendue autonome pour les paiements, par exemple. Donc une IA pourra facilement utiliser un wallet crypto, Bitcoin, moins facilement un carnet de chèques ou un compte bancaire. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à imaginer autour de ça. Oui, forcément. Claire? Oui, on le voit d'ailleurs, c'est une grande hype en ce moment dans la crypto, hein, ce qu'on appelle les AI agents, donc des projets qui vont mixer IA et crypto, qui ont vraiment le vent en poupe. Alors un peu moins depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle chinoise qui remet en question aussi ces valeurs-là, mais globalement, on voit bien que ce sont deux technos très porteuses, qui ont le vent en poupe en ce moment, donc qui attirent les investisseurs. Moi, j'ai tendance à dire méfiance quand même, parce que souvent, quand il y a trop de hype, on voit trop de projets arriver qui font la même chose, qui vont centraliser une grande partie de la valeur, et au final, tout le monde ne s'en sort pas très bien. On va revenir à notre émission, nos considérations sur le Bitcoin. Vous vouliez revenir sur la Travel Rule, Claire Balva, qui est entrée en vigueur là, récemment? Oui, c'est ça, il y a un peu plus d'un mois. Pour les plateformes d'actifs numériques, c'est une réglementation, une nouvelle, pour lutter contre la criminalité qui au départ s'applique à la finance traditionnelle. Et là, elle entre, elle va s'appliquer aux plateformes d'actifs numériques. C'est ça, alors c'est une nouvelle règle, je dirais, de transparence financière qui a vocation à imposer la collecte de données et le partage de ces données aux institutions financières dès lors qu'il y a une transaction, donc une transaction crypto, qui va concerner une plateforme d'échange. Donc concrètement, ça va concerner toutes les transactions d'une plateforme d'échange à une autre plateforme d'échange, mais aussi les transactions d'une plateforme à un portefeuille personnel ou d'un portefeuille à une plateforme. Donc en fait, c'est vraiment très très large, et ça a des conséquences aussi très concrètes sur l'expérience utilisateur dans la crypto pour les gens qui utilisent des plateformes d'échange et des portefeuilles au quotidien. Ça va concerner quelle crypto, quelle plateforme précisément, et c'est entré en vigueur quand? Alors c'est entré en vigueur là tout début d'année, tout début 2025. Ça concerne toutes les plateformes régulées. En fait, toutes les entreprises régulées sont obligées d'implémenter cette fameuse Travel Rule à partir du moment où elles vont détenir de la crypto-monnaie pour autrui. Donc, ce n'est pas le cas, par exemple, de plateformes comme Desblocs, puisque nous, notre portefeuille est en self-custody, donc on n'est pas concerné par cette Travel Rule. Néanmoins, l'immense majorité des plateformes aujourd'hui sur le marché, elles détiennent la crypto pour autrui. Donc maintenant, ce que ça veut dire concrètement, vous êtes un utilisateur, vous êtes sur votre plateforme, ça crée des formes d'obstacles, de petites frictions, quand vous voulez, par exemple, envoyer votre crypto sur votre Ledger ou sur votre MetaMask. Là, concrètement, la plateforme, elle va tout simplement vous demander en fait, à qui vous envoyez l'argent. Donc ça reste du déclaratif, bien sûr, il y a une sorte de signature pour vérifier, mais malgré tout, ça génère une forme d'anxiété chez les utilisateurs qui se disent « mais attendez, on est en train de me tracer, je suis en train de retirer ma crypto comme je retirerais du cash à un distributeur, et on est en train de me demander ce que je veux en faire, à qui je veux la donner, à qui je l'envoie ». Et donc ça augmente, je dirais, le niveau de surveillance qu'il y a sur l'ensemble des réseaux blockchain, crypto. Ça concerne là aussi toutes les cryptos. Et c'est pour ça que c'est très angoissant pour les utilisateurs. Donc c'est pas seulement pénible, mais c'est aussi dangereux. D'autant que les utilisateurs de Bitcoin, Pierre Noisa, partent avec l'idée que justement, la traçabilité, tout ça, c'est déjà dans le protocole et qu'on n'a normalement pas besoin de donner ces données. Effectivement, c'est complètement contradictoire. Oui, c'est l'idée de base, évidemment. Derrière Bitcoin, il y avait les cypherpunks qui voulaient protéger la vie privée en ligne. Tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, le régulateur n'a pas compris qu'on avait des infrastructures différentes, qui étaient open source, qui étaient beaucoup plus traçables que nos infrastructures bancaires traditionnelles qui sont en silo. Et la réglementation ne s'adapte pas à ça. Et donc, on arrive dans un monde potentiellement orwellien avec une traçabilité exacerbée et une transparence qui risque de frôler le totalitarisme. En fait. Pierre, est-ce que ça va freiner l'adoption en Europe, c'est déjà pas simple. Oui, c'est une tendance des Européens à surréguler. Et effectivement, on le voit qu'il n'y a pas de contre-pouvoir qui leur dit mais arrêtez un petit peu, laissez les entreprises se développer. Et c'est une conséquence un peu de la transition numérique, c'est que la surveillance dont on parle, en fait, elle est devenue très peu chère. On peut maintenant surveiller tout le monde pour un coût relativement dérisoire. Et la tentation donc de le faire s'exerce à travers ces régulations. Moi, je suis un partisan de la surveillance. Vous voyez, on va remplacer la surveillance
surveillance par la surveillance. La surveillance, c'est quoi? Ce sont les citoyens qui observent les institutions et qui exigent de la transparence et de la responsabilité. Donc on inverse la logique. Et les outils de la surveillance, c'est l'open source, c'est-à-dire être capable d'analyser le code, le logiciel qu'elles utilisent, et les algorithmes donc, et l'open data, c'est-à-dire redevenir souverain sur ces données, données anonymisées bien sûr, mais au moins qu'on puisse les contrôler, quelles données sont capturées et comment elles sont utilisées. Donc ça, c'est la surveillance dont les politiques devraient, un sujet dont les politiques devraient peut-être s'emparer. Oui, effectivement. C'est pas sûr qu'ils l'adoptent. C'était appliqué à la finance traditionnelle, cette travel rule. Est-ce que ça a déjà démontré son efficacité, Claire? Non, mais de manière générale, les règles anti-blanchiment, aujourd'hui, j'ai cherché les études qui démontrent leur efficacité. Et en fait, ce qu'on voit, c'est plutôt des études qui démontrent leur inefficacité. Je vous donne un exemple. En Europe, les coûts de conformité imposés aux entreprises sont plus élevés que l'argent du crime en Europe. Voilà, tout l'argent du crime total en Europe. Et donc, toutes ces règles qui sont imposées sous l'égide du bon sens, de la protection, de la sécurité, en réalité, elles sont totalement inefficaces. Et aujourd'hui, on est presque dans une espèce de dogme où finalement, il faut accroître la réglementation. Et on se dit, puisqu'on n'arrive pas à saisir assez l'argent du crime, on va encore augmenter les règles, donc encore augmenter les coûts de conformité. Et à côté de ça, finalement, au détriment de la vie privée des utilisateurs qui, aujourd'hui, font face à une collecte massive de leurs données. Parce que là, ce qu'on est en train de se dire, c'est que vous avez vos données qui sont détenues par une plateforme d'échange, vous faites une transaction vers une autre plateforme d'échange, en fait, vos données sont partagées. Et donc, on arrive là aussi à une augmentation du risque de hack et de dispersion de ces données. C'est pas parce que les données sont détenues par des entités privées ou publiques qu'elles ne fuitent jamais. Et donc, c'est un risque encore plus grand pour les utilisateurs. Vous imaginez, on a passé quand même 2 semaines à se faire du souci pour des personnes qui avaient été enlevées dans la crypto. Oui. Et aujourd'hui, on nous dit, non, les plateformes vont collecter encore plus de données, vont partager encore plus de données sur leurs utilisateurs. Ça augmente le niveau de fragilité, en fait, de tous les utilisateurs de ces plateformes. Et ça fragilise l'écosystème des entreprises qui vont devoir se soumettre à ça. Pierre Noisa, on est dans une année charnière, une année où on ne sait pas dans quel sens ça va aller. L'écosystème est vraiment en pleine reconstruction avec ce qui se passe outre-Atlantique, ce qui se passe en Europe et toutes ces réglementations à répétition. C'est encore un frein supplémentaire. Bien sûr, puisque, comme le souligne Claire, cette régulation a un coût et le problème, c'est que le régulateur n'a pas l'air de le mesurer. Il ne mesure pas, en tout cas, le rapport coût-bénéfice d'une régulation et notamment de la lutte contre le blanchiment ou le crime organisé. Je ne suis pas sûr qu'on ait une vision claire de tout ce qui est dépensé par les entreprises. Chaque euro que nous dépensons, nous, chez Pemium, sur la conformité, c'est 1 euro de moins pour la R&D, pour des emplois, je dirais, productifs. Alors, même si on peut considérer que la conformité fait partie du business, c'est devenu une part exagérée de nos dépenses, très clairement. Et surtout, on ne voit pas de limite aux exigences du régulateur, puisque chaque année, elles se renforcent. On a entendu Christine Lagarde la semaine dernière s'exprimer sur Bitcoin. Bon, elle n'est toujours pas d'accord, clairement. Ça freine des cas de fer au niveau de la BCE. Ça freine aussi des cas de fer au niveau du FMI. Les grandes institutions financières mondiales, on l'a vu, le FMI qui a conditionné un prêt d'1,4 milliard de dollars au Salvador en échange de la désadoption de la monnaie, du Bitcoin en tant que monnaie officielle. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui êtes dans ce système depuis longtemps, qui avez fait partie des premiers? Est-ce que ça vous agace? Est-ce que vous pensez qu'on va quand même réussir à aller au-delà de ça? En tout cas, ça ne me surprend pas que le FMI, effectivement, cherche à rendre les pays dont il a la tutelle, à les rendre encore plus dépendants au système en leur proposant plutôt des prêts, plutôt que de choisir des voies de développement et d'autonomie, de souveraineté comme Bitcoin. Donc, je pense que Nayib Bukele, le président du Salvador, est très malin. Il fait quand même sa politique. Il a quand même réussi à introduire Bitcoin sur son territoire, mais c'est vrai que le FMI vient lui dire finalement le dollar c'est mieux que vous soyez que sur le dollar. En fait, il se passe que les monnaies fiat, les monnaies traditionnelles, elles s'épanouissent que dans un contexte de monopole. Dès qu'elles sont en concurrence avec une autre forme de monnaie qui peut être supérieure sur certaines dimensions comme Bitcoin, eh bien on s'aperçoit qu'elles se sentent menacées en fait. Mais c'est... On a envie d'être un peu pessimiste quand on vous écoute dire ça. On se dit mais jamais on va réussir à passer ces barrières réglementaires, ces barrières psychologiques. Dans certains pays, c'est plus facile d'adopter Bitcoin parce que c'est une alternative politique à des régimes, à des situations économiques. En Europe, beaucoup moins. Qu'en pensez-vous, Claire? Vous avez toujours dit que
Bitcoin, c'était du temps long, qu'il fallait attendre, qu'il fallait regarder, que ça s'installe. Mais je trouve que cette année 2025, on a du mal un petit peu à la lire pour voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Est-ce qu'on est optimiste ou pessimiste? C'est sûr que ce n'est pas en Europe que Bitcoin va être adopté en premier, on le voit déjà. Maintenant, ces signaux qu'on peut appréhender de manière négative, qui sont effectivement ces propos négatifs de la BCE, du FMI, ils sont en fait tout à fait logiques et on s'y attendait. Et on peut aussi les interpréter de manière positive. Je me souviens, et Pierre s'en souviendra aussi, il y a eu des années, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, autant vous dire que la BCE et le FMI n'aurait jamais dit la moindre chose sur Bitcoin parce qu'il l'ignorait et parce que c'était un truc de geek, c'était un truc qui n'existait pas. Donc malgré ça, on avance? C'est une avancée dans le sens où il y a une forme de reconnaissance à dire finalement c'est pas bien. Dire c'est pas bien, c'est déjà dire ça existe. Et c'est peut-être aussi dire c'est un problème parce que ça pose concurrence à l'euro, ce qui est vrai. Et donc, il y a cette forme de reconnaissance des institutions internationales qui cherchent, au moins en partie, pour beaucoup d'entre elles, à combattre Bitcoin, au bénéfice plutôt des monnaies traditionnelles comme l'euro ou le dollar. Et encore une fois, on s'y attendait. Enfin, tous ceux qui sont en Bitcoin depuis longtemps se disaient, voilà, il va y avoir un moment où nos instances internationales vont venir combattre Bitcoin, où certains États vont combattre Bitcoin, d'autres vont s'en emparer. Et donc, ça va créer une concurrence entre les différentes institutions publiques et les différentes organisations. Concurrence qui est plutôt saine, on va voir qui s'en sort moins bien, qui s'en sort mieux, et puis voilà. Est-ce que l'un des problèmes de l'adoption de Bitcoin en Europe et le fait que ça aille si peu vite, on va regarder le cours de Bitcoin, il est à 97 704 $ actuellement, c'est que justement on parle énormément de son cours, on parle aux investisseurs, on parle à ceux qui veulent faire de l'argent dessus, et on ne parle peut-être pas assez de son utilité, Pierre. Oui, alors en fait, Bitcoin est utile même si vous ne l'utilisez pas. En fait, il est utile juste parce qu'il existe et qui permet, par exemple, j'ai observé, on a tous vu que les virements instantanés étaient devenus gratuits en 2025 dans les banques. Je pense que c'est une réponse des banques à la concurrence des systèmes de paiement en crypto qui sont quasi gratuits et instantanés. Donc, on voit bien que l'influence de Bitcoin s'exerce déjà, même pour ceux qui prétendent que ça ne sert à rien. En fait, il leur sert à eux aussi s'ils n'utilisent même ne serait-ce que le système bancaire. Cette concurrence-là est extrêmement saine puisqu'elle vient s'inscrire dans des décennies, voire plus de situations monopolistiques ou oligopolistiques pour ce qui est des banques. Donc je crois que ce qui se passe avec Bitcoin va être très intéressant parce qu'il y a l'aspect réserve de valeur qui commence à monter en puissance avec les institutions grâce aux ETF. Reconnaissons-le, c'est les ETF qui ont permis de débloquer le compteur pour les institutions, mais ça c'est 2024. 2025, ça pourrait être le décollage beaucoup plus affirmé de Bitcoin comme réseau de paiement. Parce qu'il y a des avancées technologiques. En 2021, il y a eu une mise à jour technologique qui s'appelle Taproot qui commence à porter ses fruits. Et aujourd'hui, on a l'annonce de Tether, l'émetteur du stablecoin USDT, qui dit on va porter les USDT sur Bitcoin et sur Lightning. Donc on va avoir des paiements instantanés en dollars, dénominés en dollars, sur un réseau. Le réseau Bitcoin et le réseau Lightning sont compléments pour les paiements instantanés. Donc, je pense que l'aspect réseau de paiement va se développer très fort dans les prochaines années. Donc, je suis tout à fait optimiste par rapport à l'adoption parce qu'en fait, c'est ça la clé finalement de l'adoption de Bitcoin, c'est l'adopter comme moyen de paiement. Avec un développement d'un réseau de paiement derrière, ça veut dire que les cas d'usage vont se multiplier, peut-être plus certainement, facilement. et l'IA, dont on parlait tout à l'heure, peut aider parce que je suis persuadé que les agents dont parlait Claire vont trouver un avantage à utiliser les cryptos. Claire, qu'est-ce que vous diriez à un investisseur qui hésite à entrer dans Bitcoin aujourd'hui pour le convaincre? Un particulier? Oui. Alors moi, j'essaye pas de prêcher la bonne parole ou de convaincre tout le monde d'investir en Bitcoin parce que je trouve que c'est souvent un peu agressif quand on fait ça et ça a un effet contre-productif. Mais je lui dirais tout simplement de considérer Bitcoin comme une diversification de son épargne en premier lieu. Et donc, un investisseur raisonnable aujourd'hui qui va investir un petit peu en bourse, par exemple, ou dans l'immobilier, en fait, il a intérêt à considérer Bitcoin comme un actif pour diversifier son patrimoine. Ça, c'est vraiment une première étape. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est quasiment une gestion de bon père de famille, voilà, d'avoir un peu de Bitcoin dans son patrimoine. Maintenant, selon l'état d'esprit de la personne, on peut aussi aller un peu plus loin. On peut parler de paiement. On peut expliquer que derrière Bitcoin, il y a une monnaie qui est open source. Il y a une certitude sur l'émission de nouveaux Bitcoins émis. En fait, Bitcoin, ça amène aussi à réfléchir sur ce que c'est que la monnaie, sur ce que c'est que le système fiat aujourd'hui dans lequel on vit. Et donc moi, c'est plutôt ça la discussion que j'aurais envie d'avoir dans un deuxième temps avec un investisseur Bitcoin potentiel. Ce qui est intéressant, c'est que les discussions sur Bitcoin amènent aussi à constater notre très grosse méconnaissance en France de l'économie et de nos systèmes de paiement et de comment fonctionnent les banques. C'est
Est-ce qu'on a une assez grande, finalement, éducation financière dans son ensemble, Pierre? Alors, c'est un très bon point que vous soulevez, parce que l'éducation financière en France aujourd'hui est complètement monopolisée par la Banque de France. Elle a un accord exclusif avec l'éducation nationale. Donc, nos enfants, dès le collège, sont abreuvés du discours de la Banque de France, donc indirectement de la BCE. Donc, effectivement, il y a du travail à faire pour faire monter en compétence les enseignants ou donner des sources d'information. Il se trouve que cette génération des collégiens, que je connais bien pour en avoir dans ma famille, eh bien, ils sont sur Internet et en fait, ils trouvent des infos sur Internet qu'ils ne trouvent pas forcément à l'école. Mais je ne compte pas sur l'éducation nationale pour faire monter en compétence, malheureusement, les Français, de manière générale, et leurs enfants, parce que cette porte-là a été fermée par le lobby bancaire à travers ce partenariat exclusif avec l'éducation nationale qui, de mon point de vue, est un scandale. C'est comme demander à Total Energy d'éduquer nos enfants sur l'environnement. C'est exactement pareil. Le problème, c'est qu'ils vont sur Internet, on est d'accord, ils explorent, ils expérimentent et ils peuvent tomber sur des choses incroyablement volatiles, spéculatives et pas forcément des choses très, très stables, Claire. Oui, là, c'est un problème plus large, je dirais, de hiérarchisation de l'information sur ce qu'on trouve sur Internet et sur l'usage d'Internet qui est fait par les jeunes générations. Mais effectivement, sur la crypto, à partir du moment où vous pouvez investir, et normalement, déjà, faut être majeur pour le faire, mais c'est vrai qu'il y a un risque quand on arrive dans la crypto de tomber dans une forme de finance ludique et de paris. C'est-à-dire qu'on va acheter des jetons qui viennent d'arriver parce qu'on pense que ça va faire x10, x100. Oui. Donc c'est vrai que ça, c'est un risque. Maintenant, aujourd'hui, on a quand même de plus en plus, je dirais, de ressources pédagogiques qui permettent de comprendre les cryptos, de comprendre Bitcoin avec un peu de recul, ce qui était quand même moins le cas il y a 5 ans. Donc je suis moins inquiète, même si c'est vrai, pour rebondir sur le sujet éducation, qu'il y a aujourd'hui un vrai déficit en fait, à l'école et plus largement même au lycée, pendant les études, sur l'éducation financière en général et pas que crypto. C'est vrai que moi, j'ai jamais appris à l'école, par exemple, je ne sais pas comment on tient un budget. Voilà, on part du principe que tout le monde va savoir faire, que c'est simple pour tout le monde, que finalement, l'investissement, c'est peut-être réservé à une élite, c'est pas pour soi. Et ça, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est aujourd'hui quelque chose qui pourrait être appris très simplement en très peu d'heures. Et je pense que ça pourrait en plus vraiment sauver des familles, d'apprendre les bases de l'investissement, les bases de la gestion du budget, pour ensuite mieux s'en sortir dans la vie concrètement, quoi. Mais vous avez fait vous-même des écoles. Vous avez fait, on est au-delà de l'éducation nationale et de ce contrôle qu'a la Banque de France sur l'éducation nationale. Les écoles de commerce n'enseignent pas les cryptos dans leur programme. Vous l'avez vu en école d'ingé, mais c'est encore extrêmement épisodique. Effectivement, j'enseigne en école d'ingé, mais pas en école de commerce. Et vous avez d'ailleurs Jean-Marc Daniel, un intervenant ici qui est professeur en école de commerce, qui est un opposant à Bitcoin, parce que effectivement, il y a des liens très forts entre l'industrie bancaire et les écoles de commerce. En gros, ils forment les cadres de l'industrie bancaire, donc il aurait, je pense, difficile d'être un peu dans cette dissonance. Et c'est peut-être une des causes du problème. Oui, c'est ça. On a vu un étudiant, il n'y a pas longtemps, un étudiant de l'ESCA qui voulait lancer sa crypto-monnaie. Donc là, effectivement, ça s'intéresse, mais c'est des initiatives individuelles. Et il y a une école spécialisée qui s'appelle Alira qui forme à la technologie de la blockchain. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un manque, je pense, dans les troncs communs des écoles de commerce aujourd'hui. Ça, c'est à peu près certain. Claire ? Et ça pourrait d'ailleurs facilement s'insérer dans des cours de finance, des cours d'économie. Le vrai sujet, c'est que les professeurs aujourd'hui ne se sentent pas suffisamment compétents pour le faire, mais ils pourraient avoir recours à des intervenants extérieurs. Ça serait tout à fait possible. Se former eux-mêmes, effectivement. Il y a le Bitcoin, et il y a le reste du monde des cryptos. Ce sont deux univers très différents. Est-ce que finalement, il faudrait même les mettre dans la même catégorie, Pierre? Parce que c'est presque contre-productif, peut-être dans l'adoption, la connaissance du secteur, de parler des crypto-actifs au même titre que Bitcoin. On fait toujours la différence, parce que Bitcoin est la plus utilisée, la plus connue, la plus adoptée. Oui. Néanmoins, il y a quand même confusion. Effectivement, parce qu'on mélange... À mon avis, 3 sujets. Il y a le sujet Bitcoin qui est vraiment une alternative, comme on le disait, aux banques centrales et qui est un moyen de paiement mondial. C'est ce que j'appellerais l'Internet de la monnaie pour ce qui concerne Bitcoin. Il y a les stablecoins qui sont des cryptoactifs d'un certain type qui servent d'alternative au dollar ou à l'euro éventuellement et qui rendent des services parce qu'ils utilisent cette technologie avec tous les avantages de cette technologie. Et puis,
Il y a aussi ce qu'on appellerait la tokenisation, qui est effectivement la tokenisation d'actifs qui permet de les diviser, de les rendre plus liquides et plus facilement transférables. Donc, c'est aussi un aspect de la finance traditionnelle. Donc, plus on s'éloigne de Bitcoin, plus on est dans si vous voulez, l'optimisation technologique finalement de la finance existante. Il y a un spectre. Bitcoin est une extrémité du spectre. Et plus on va vers la finance traditionnelle, plus on trouve ce qui ressemble à ce qu'on pourrait résumer dans la tokenisation. Claire ? Oui, je dirais qu'il y a plusieurs courants, même idéologiques, au sein des cryptos. Vous me direz, c'est un peu comme dans n'importe quel milieu militant, hein, les gens ne sont même pas d'accord entre eux. Et voilà. Mais on voit de plus en plus cette division se faire, d'autant que sur ce cycle, là, ça fait quand même 1 an qu'on voit émerger, je dirais, une finance crypto un peu casino, en tout cas encore plus qu'avant, avec l'arrivée des meme coins. On l'a démontré il y a encore 3 semaines. Exactement, envers lesquels toute une partie de la communauté crypto, et notamment les bitcoiners, sont assez critiques. Et donc ça participe de la division, je dirais, de cet ensemble de diverses communautés crypto qui ne souhaitent pas toutes la même chose, qui ont des avis politiques différents, qui ont des projets différents, qui ont des intérêts différents. Il y en a qui sont là simplement pour se faire de l'argent, pour parier. Il y en a qui ont un vrai projet politique. Il y en a qui s'intéressent plutôt à la technologie. Donc, effectivement, moi, je dis souvent, il ne faut pas croire que c'est un ensemble homogène. Ce n'est pas le cas. Il y a plein de gens qui voient des choses différentes et qui s'intéressent à des choses différentes. Donc, oui, moi, je pense qu'il faut séparer Bitcoin du reste. Maintenant, je ne pense pas non plus que tout ce qui n'est pas Bitcoin n'est là que pour de l'optimisation. Je pense par exemple que quand on parle des stablecoins, il y a un vrai enjeu de géopolitique monétaire en fait, derrière les stablecoins parce que les différentes monnaies fiat qui existent aujourd'hui, je prends rien que le dollar et l'euro, vont vivre une nouvelle compétition, une nouvelle concurrence à travers les stablecoins. Et donc, oui, il y a un enjeu d'optimisation financière, mais cette optimisation financière, elle repose la question de la concurrence entre ces différentes monnaies. Une dernière question sur le cours du Bitcoin. On l'a vu s'effondrer. Bon, Alexandre Sachenko m'a dit non, on ne dit pas s'effondrer, ça ne va pas du tout, c'est complètement pessimiste, ça ne va pas. Bon, c'est tombé un peu la semaine dernière, effectivement, sur les marchés. Là, on est à 97 000 $. Vous voyez, pardon pour cette question, mais vous voyez d'ici la fin de l'année, Pierre, le Bitcoin arriver dans quel ordre de grandeur, d'après vous ? Est-ce qu'on peut le voir ? Je pense qu'effectivement, on progresse par ordre de grandeur. On a été effectivement dans les 10 000 pendant longtemps. Maintenant, on a passé le cap des 100 000. Donc, je pense que l'étape d'après, c'est le million. Je pense que je ne sais pas quand elle arrivera, mais effectivement, on est sur cet objectif. Si on regarde macroéconomiquement, ce qui est investi dans l'or, les actions, etc. Donc, c'est qu'une question de temps. La question, c'est quel est votre horizon de temps en tant qu'investisseur pour les investisseurs qui nous écoutent. On parlait tout à l'heure des particuliers, par exemple, ceux qui ont une assurance vie. C'est-à-dire un horizon de temps quand même assez long. Ils peuvent, je pense, y aller assez franchement. Ils prennent pas beaucoup de risques. Si par contre les gens sont plus dans le court terme, ça reste un jeu dangereux parce que on ne sait pas. Ça peut corriger, ça peut remonter. Il se passe que Bitcoin, les actifs, les cryptoactifs de manière générale sont très liquides. Donc quand les gens ont besoin de cash dans le cas d'une crise sur les marchés actions, par exemple, ils vont pouvoir avoir tendance à vendre des cryptoactifs, ce qui va donner l'impression d'une corrélation avec les marchés actions qui n'existe pas, mais qui est juste liée à la liquidité de ces actifs. Donc il faut se méfier aussi de ces phénomènes et bien les interpréter. Le temps long, hein, vous l'avez toujours dit, Claire Balvin. Il faut au moins regarder ça à 10 ans. Il faut prendre son temps quand on se met à regarder les cryptos. Hein. Exactement. Pas sombrer dans le trading compulsif. Viser le temps long et puis se construire aussi des convictions. Et souvent, quand on investit dans Bitcoin, sur le temps long, on finit par se dire... ce qui pourrait causer une chute de Bitcoin à moyen terme ou à long terme, c'est finalement que, par exemple, les banques centrales redeviennent orthodoxes dans la gestion de leur monnaie. On peut considérer que ça a peu de chances d'arriver. C'est pas la tendance. En tout cas, à moyen terme. Ouais. Et donc ça aide en tout cas à ne pas s'affoler dès que en tout cas, ça s'effondre, ou en tout cas dès que ça retombe un peu. Et ça permet de viser un horizon à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Merci beaucoup à tous les deux. Claire Balvin, directrice stratégie chez Desblocs. Merci d'être venue dans cette émission. Merci Pierre Noisa, fondateur de Pemium, essayiste et auteur de L'énergie face cachée de la monnaie. Merci d'être venu dans cette émission. Vous revenez quand vous voulez. Je vous laisse tout de suite entre les mains de BFM Bourse. Guillaume Sommerer, bonne journée. BFM Business, BFM Crypto, le club.